Alors, concernant le sujet du jour, je voulais vous parler de MicroStrategy. Alors, MicroStrategy, parce que les 42 milliards en fait du titre de la vidéo, c'est un plan de Michael Saylor pour acheter sur les 3 prochaines années l'équivalent à peu près de 43 milliards de dollars en Bitcoin. Pour vous donner un ordre d'idée, si vous faites le calcul, c'est à peu près du 50 millions de dollars, 50 millions de dollars journaliers. Voilà, en DCA. C'est-à-dire que là où certaines personnes vont faire un DCA à quelques centaines, quelques milliers d'euros par mois, lui va faire un DCA à plusieurs dizaines de millions. Voilà, c'est ça que ça veut dire s'il est capable de faire ce truc-là. Et je voulais quand même vous donner un historique sur MicroStrategy, son approche et comment il fait en fait pour lever autant d'argent à chaque fois. Et aussi les risques qui sont liés à ça. Parce que, bon, il y a quand même une histoire sur MicroStrategy. MicroStrategy, c'est une boîte qui existe depuis maintenant quand même un certain temps, qui a connu l'innovation d'Internet, hein, la bulle des années 2000, et qui a perdu en quelques mois 13 milliards de dollars en fait de valorisation. Si vous regardez en fait le cours de MicroStrategy, là je vous mets le cours de MicroStrategy, je vais zoomer. Ça, c'est l'évolution du cours avant la bulle Internet. On a eu l'évolution de la bulle Internet, donc c'est passé de 9 dollars à l'époque à plus de 333 dollars, en fait, 313 dollars le 10 mars 2020. Et ensuite, ça s'est complètement cassé la figure après l'explosion de la bulle Internet jusqu'en 2022. Vous voyez, ceux qui ont acheté en fait à 313 dollars 2022, ça valait 400, enfin 4 dollars, 3 dollars, et ça a continué comme ça pendant très longtemps. Et là, dernièrement, après que Michael Saylor ait changé son point de vue quand même sur le Bitcoin, parce que je vous rappelle quand même que Michael Saylor, c'est quelqu'un qui pendant très longtemps a expliqué que le Bitcoin c'était pourri. Il y a même un tweet que vous pouvez retrouver sur son compte qu'il n'a pas encore supprimé en 2013 où il disait que le Bitcoin ça allait mourir comme l'industrie du jeu vidéo. Bon, après, il a rejoint l'écosystème crypto et le Bitcoin plus spécifiquement en 2020. Et il a commencé à lever de l'argent et investir avec les fonds de MicroStrategy sur le Bitcoin. Et depuis, bah, on a eu en fait une recrudescence du cours en fait de MicroStrategy. On est presque revenu au plus haut des années 2000. Et ça, il faut comprendre en fait ce qu'il y a derrière, parce qu'il y a beaucoup de spéculation. Beaucoup pensent que la valeur de MicroStrategy, c'est par rapport à la future valorisation du Bitcoin, parce qu'aujourd'hui, ils en détiennent quand même beaucoup. Et depuis quand même un certain temps, depuis 2020, MicroStrategy fait quand même un DCA qui est énorme sur MicroStrategy, sur le Bitcoin, en fait. Vous voyez, là, à chaque fois que vous avez un point vert, c'est toutes les moments où Michael Saylor, en fait, a fait ses achats. Et il a même dit sur plusieurs interviews que lui, il était prêt à acheter le top ad vitam aeternam, il s'en foutait. Parce que pour lui, le fiat, les devises fiat n'ont pas de bottom et du coup, le Bitcoin n'a pas de top. Et donc lui, vous voyez qu'en fait, régulièrement, il fait un DCA assez régulièrement. Donc c'est quelqu'un qui est pro-crypto. Et vous voyez son nombre de Bitcoin qui ne fait qu'augmenter. Là, vous voyez ici, hop, si je vais là, 2020, donc ils avaient 21 000 Bitcoins. Et puis au fur et à mesure, vous voyez que le nombre de Bitcoins n'arrête pas d'augmenter au fur et à mesure de son DCA. Aujourd'hui, ils sont à 252 220 Bitcoins. Et dernièrement, c'est là où ça a fait pas mal de bruit, c'est MicroStrategy, du coup, avec Michael Saylor, qui annonce 42 milliards, un plan de 42 milliards de dollars pour acheter directement du Bitcoin. Alors, on peut se poser la question, on peut se dire, punaise, mais alors comment ils font pour lever autant d'argent? Et en fait, c'est assez simple et pas forcément simple. Alors, je vais essayer de synthétiser ça vraiment de la manière la plus simple possible. D'accord? En fait, ils utilisent un process qui s'appelle des obligations convertibles. En fait, il y a plusieurs choses à comprendre. Quand on a une entreprise, on peut se dire, OK, donnez-moi de l'argent, j'émets une dette, j'émets une obligation c'est une dette. J'émets une dette avec un certain taux d'intérêt et donc, bah voilà, vous me prêtez de l'argent aujourd'hui, je vous le rends dans X années avec tant de pourcentage d'intérêt. Donc, on va garder le principal pendant un certain temps et la plus-value, en tout cas les rendements supplémentaires, ce qu'on appelle le coupon, qui est distribué en général plutôt à la fin de l'obligation si la boîte n'a pas fait faillite. Si la boîte a fait faillite, là, ça peut poser un problème. D'accord? Mais on peut dire, OK, ben moi, j'ai une entreprise, j'ai besoin d'investir, j'ai besoin de recruter des salariés, j'ai besoin de développer tout un tas de choses. Donnez-moi de l'argent. Je n'ai pas cet argent-là tout de suite. Vous me le donnez. Enfin, vous me le prêtez et moi, je vous le rends dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans en fonction du risque et je vous donne tant de pourcentage d'intérêt. Sauf que ça pose un problème. En fait, Michael Saylor n'a pas forcément, ni MicroStrategy n'ont pas forcément envie de prêter, de démettre en fait une obligation avec un taux d'intérêt à 6% par an, par exemple, parce que ça a quand même des effets cumulés qui sont importants, surtout si c'est dans les prochaines années. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a utilisé un nouveau biais pour lever de l'argent,
qui n'est pas nouveau en tant que tel, ça existe, mais c'est quand même un peu plus complexe que des simples obligations. C'est ce qu'on appelle des obligations convertibles en actions. Alors, tout est écrit dans le titre, en fait. Imaginons que donc vous êtes Michael Saylor, vous dites aux gens, OK, je vais lever de l'argent, donc je vais émettre des nouvelles actions, hein, c'est comme ça qu'ils émettent de l'argent, hein, ils vont émettre des nouvelles actions, donc ils vont avoir plus d'inflation et plus d'actions en circulation, et ils vont dire aux gens, vous me donnez de l'argent, donc c'est une dette aussi, hein, vous me donnez de l'argent, soit je vous dis, donc vous me donnez de l'argent avec un taux d'intérêt vraiment très très faible, voire à rien du tout. C'est-à-dire que des fois, tu as des gens, là, sur ce qu'ils ont fait, même pendant longtemps, avec des senior notes aussi, les gens leur prêtent de l'argent à MicroStrategy, des fois avec des taux d'intérêt hyper faibles. Mais on peut se dire, mais punaise, pourquoi les gens, ils prêteraient à MicroStrategy de l'argent pour un taux d'intérêt, par exemple, à 1%, 0,1% sur 5 ans? C'est nul. Pourquoi ils font ça? Parce que justement, c'est des obligations convertibles en actions. Et convertibles en actions au moment où ils l'ont acheté, où ils ont acheté ces obligations-là. Et c'est ça qui est super intéressant. C'est qu'imaginons, donc Michael Saylor fait une levée de fonds, il dit, OK, donnez-moi de l'argent, je donne 100 millions de dollars à Michael Saylor, très bien, et le taux d'intérêt pour les obligations, c'est 2%. Voilà, c'est nul, c'est pas les 6%, c'est 2%. Bon. Donc moi, je me dis, OK, si j'arrive à terme, par exemple au bout de 5 ans, je récupère mon capital si la boîte n'a pas fait faillite. Attention, hein, si la boîte n'a pas fait faillite. Et en plus de ça, je peux récupérer mes 2%. Mais j'ai également aussi un deuxième choix. Deuxième choix qui peut être plus avantageux. C'est que je peux transformer ces 100 millions de dollars plus les 2% en actions MicroStrategy, mais non pas par rapport au cours actuel dans 5 ans, mais par rapport au cours auquel j'avais normalement accès quand j'ai accédé à cette obligation. C'est-à-dire qu'imaginons qu'aujourd'hui, le cours là, de MicroStrategy, on revient là, hein, le cours de MicroStrategy, là, il est à 220, 227. Vous payez, vous donnez de l'argent à MicroStrategy qui va utiliser cet argent-là pour acheter du Bitcoin et tout ce qui s'ensuit. Et donc, vous pariez en fait éventuellement à la hausse du cours de l'action, éventuellement. Parce que si le Bitcoin évolue à la hausse, qu'il continue encore d'en acheter, on se dit, bah tiens, a priori, il va encore gagner de l'argent, quoi. Donc, le cours de l'action vaudra beaucoup plus. Et donc, si vous achetez en fait et que vous utilisez les obligations convertibles aujourd'hui en actions, vous les prenez à 227 et que vous revenez dans 5 ans et que l'action MicroStrategy, elle en vaut 2000, ben vous, et que vous avez donné 100 millions de dollars, hein, je dis par exemple 100 millions de dollars, on va vous donner sur le deuxième choix, si vous le choisissez, on va convertir ces 100 millions de dollars en actions MicroStrategy, mais à 227 dollars, pas à 2000. Ça veut dire que déjà, vous êtes sur de facto 1 x 10 sur le cours de l'action. Et c'est pour ça que les gens en fait prêtent énormément d'argent aujourd'hui à MicroStrategy, et c'est un peu, il y en a beaucoup qui parlent de bulles, parce que le cours de l'action en fait depuis le départ a énormément suivi le cours du Bitcoin. Il y a beaucoup de spéculation là-dessus. C'est un peu comme un effet de levier sur Bitcoin. Mais ça peut aussi se retourner dans le sens inverse, c'est-à-dire que si le Bitcoin aujourd'hui est quand même très jeune, si on est sur un bear market séculaire à un moment donné, je sais pas, sur une dizaine d'années, ou un Black Swan, ou peu importe, où ça se passe pas comme prévu, parce que là, c'est des effets de levier sur des effets de levier sur des effets de levier hein, qui font un MicroStrategy. Hein. C'est énorme. Hein. Ils font d'énormes effets de levier. Et en fait, c'est soit ça passe, soit ça casse. Mais si ça casse, c'est énorme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, MicroStrategy, c'est une puissance acheteuse nette, parce qu'aujourd'hui, ils ont acheté du Bitcoin, ils n'en ont pas vendu. Et ils ont d'ailleurs pour objectif de devenir une nouvelle banque Bitcoin, hein, une nouvelle banque 2.0 Bitcoin avec tout un tas de services pour les institutionnels et tout, parce qu'ils détiendraient énormément de Bitcoin. Ça serait de faire du market making, ça serait du market maker, ça serait pour faire de l'apport de liquidité, ça serait pour prêter, faire du lending, du borrowing, en fait, faire beaucoup de produits, services financiers pour le Bitcoin, globalement, mais pour les institutionnels et pour devenir en fait la prochaine banque du numérique. C'est un peu la vision de Michael Saylor. Il y a pas mal d'articles justement qui en parlent de ça. Mais en fait, ils accumulent aujourd'hui énormément de Bitcoin dans cette vision. Et aujourd'hui, parce que ça se passe bien, parce que le Bitcoin n'arrête pas d'augmenter, et parce que leur DCA, comme ce que je vous ai montré tout à l'heure, hein, leur DCA aujourd'hui, depuis le début, est dans le positif. Hein, ils ont gagné beaucoup d'argent, ils sont plusieurs milliards en positif. Ça fonctionne, donc ils sont en net acheteurs. Et donc ça, pour l'instant, c'est très bien pour le marché crypto en tant que tel, d'une certaine manière, en tout cas pour la dynamique de marché. Mais si demain, la dynamique s'inverse, c'est-à-dire que si le Bitcoin fonctionne plus très bien, en tout cas, il n'y a pas des aussi belles performances et qu'eux, ils ont fait effet de levier sur effet de levier sur effet de levier sur effet de levier, et à un moment donné, ils vont devoir répondre à leurs obligations. C'est-à-dire que si on leur a donné des offres convertibles, des obligations convertibles en actions, et que l'action vaut nettement moins cher que s'ils avaient prévu avant, ils vont choisir les obligations. Donc les obligations avec des taux d'intérêt, donc rembourser les dettes. Peut-être pour rembourser les dettes, ils devront vendre leur Bitcoin parce que la valorisation de la boîte vaudra beaucoup moins. Si la valorisation de la boîte vaut beaucoup moins, ils pourront lever encore moins d'argent pour acheter du Bitcoin. Donc en fait, c'est une cascade à l'inverse. C'est-à-dire que si ça fonctionne bien,
ça augmente, il y a pas de souci. Si ça se renverse et que, là, les gens commencent à avoir un petit peu peur pour MicroStrategy par rapport à sa solvabilité, ils vendent des actions, donc ils peuvent plus lever de l'argent, donc ils peuvent se retrouver en déficit. Ils sont obligés peut-être de vendre leur bitcoin pour faire ça et là, ça devient une puissance nette vendeuse énorme. Peut-être même pire à un moment donné que MTGOX parce que MTGOX, tout le monde disait, ça fait peur, ça fait peur, ça fait peur. Aujourd'hui, c'est pas du tout MicroStrategy, c'est pas du tout le même niveau que MTGOX. Je crois que c'était plus de 800 000 bitcoins à l'époque MTGOX. Et c'est pour vous donner une idée, hein, une idée un petit peu de ce qui se passe. Mais en tout cas, c'est sûr que si ça passe, d'accord, les 42 milliards d'achats, bah, c'est des dizaines de millions de dollars de DCA journaliers sur les 3 prochaines années. Il y en a qui disent que du coup, bah, le bear market, et c'est un peu encore une fois le this time is different, hein, le bear market qu'on aurait bah, si on a 50 millions d'achats journaliers juste pour une personne, hein, une entreprise. On peut en avoir d'autres. Hein. Je vous avais parlé de Microsoft aussi, qui avait fait une demande auprès de la SEC pour voir ce qu'il faudrait faire pour avoir du Bitcoin dans leur fonds de trésorerie. Ils ont également aussi envoyé une lettre à leurs actionnaires pour savoir s'ils étaient pour ou contre la détention de Bitcoin. Et tout ça font penser à beaucoup de personnes, et moi je suis en train de réfléchir un peu à ce sujet-là, c'est de me dire, en fait, si on a énormément de personnes comme ça qui décident d'en acheter énormément, peut-être que la volatilité qu'on aurait à la baisse, déjà, on commence à le voir, hein, la volatilité qu'on a de cycle en cycle sur le Bitcoin se tasse. C'est-à-dire que le premier cycle, c'était 92% de volatilité entre le plus haut et le plus bas. On est passé de 30 $ en 2011 à 2 $. Après, en 2013-2014, c'était 1000 $. On est descendu à 200. Donc, il y avait un peu moins de 80, je crois que c'était 87-88% de volatilité. 2017-2018, on était passé de 20 000 à 2500, 3000 $. Donc là, on était à peu près 80% de volatilité. Et en fait, on voit que de cycle en cycle, forcément, hein, le cycle, les cryptos maturent, et on a une volatilité de plus en plus faible. Là, on aura peut-être un bond encore plus important là-dessus si on a des entreprises comme ça qui commencent à acheter énormément de Bitcoin, que ce soit les instits et tout. Mais attention, voilà, attention, parce que c'était un peu la même vision hein, qui était proposée par Celsius. Alors, ils ne faisaient pas des obligations convertibles en actions, hein, attention, hein, mais c'était un peu la même vision qu'avait Machinsky de devenir la prochaine banque et tout. Ils en avaient acheté énormément, puis après, c'est devenu une puissance nette vendeuse, hein, comme FTX, comme toutes ces boîtes-là, en fait. Donc, attention. Ça peut être un pari qui sera ultra gagnant, mais vous savez un peu la vision que j'ai, moi, aujourd'hui, des effets de levier. Et je les aime absolument pas. Mais aujourd'hui, voilà, Saylor est convaincu de ce qu'il fait. Et pour moi, c'est soit ça passe et c'est le casse du siècle et c'est nickel pour lui. Et puis voilà, on verra ce que ça donnera. Soit ça passe pas et là, bah, c'est la mort. C'est la mort assurée de MicroStrategy. C'est vraiment à ce niveau-là en fait. Hein. Mais beaucoup considèrent que Saylor c'est quand même un précurseur dans ce domaine-là parce qu'il a quand même connu la bulle Internet, donc il sait ce que c'est, les phénomènes de bulle et tout. Il a également écrit un bouquin sur l'innovation des cell phones, donc des téléphones portables avant beaucoup de monde, et il a cru à l'innovation d'Apple, pareil, assis avant tout le monde. Donc voilà. Et puis d'ailleurs, Saylor, c'est pas du tout aussi beaucoup de gens l'idolâtrent un peu, mais il joue plus du tout le même rôle et le même jeu que presque 100% des gens qui se retrouvent en crypto. Hein. C'est ça aussi la réalité. Hein. Beaucoup de gens qui l'idolâtrent un peu ne prenez pas pour argent comptant ce qu'il va vous dire. Hein. Quand il a parlé du self-custody, quand il a parlé qu'il a dit que c'était pourri, qu'il a expliqué que c'était pour les cypherpunk et tout, quand il a expliqué aussi en 2021 qu'il fallait vendre sa maison sous effet de levier pour acheter le top du Bitcoin en 2021. Enfin, voilà, c'est évidemment que lui, ça représente pas grand-chose pour lui parce que même si 3% de ses actifs, de ce qu'il a à côté, il va te dire, bah, moi, je suis all-in Bitcoin. Mais en fait, le all-in Bitcoin, c'est peut-être 97% de ses actifs qui sont sur Bitcoin. Mais le 3% à côté, ça représente peut-être 200 millions de dollars. On est d'accord que 200 millions de dollars, c'est déjà du life-changing pour beaucoup de gens. Donc, en fait, c'est pas du tout le même jeu pour beaucoup de personnes. Et quand il y en a beaucoup qui sont en crypto, qui disent j'ai fait all-in, c'est en fait, ils n'ont pas leur résidence principale, ils n'ont pas d'action en bourse, ils n'ont rien en fait. C'est ça la réalité. Donc attention. On verra. C'est un moment, je pense, super intéressant. En tout cas, moi, je suis hyper heureux d'assister à ça et de voir un peu ce que va devenir le marché en fait. Hein, parce que là, on est en train de voir des moments historiques. On est en train de voir l'émergence et la croissance d'une toute nouvelle classe d'actifs depuis très peu de temps, en fait. C'est hyper récent et je suis hyper enthousiaste de voir à quoi va ressembler le monde de demain et de pouvoir expliquer ça après, plus tard, à nos enfants, nos petits-enfants et de dire, moi, j'ai connu ça, quoi. J'ai connu les épisodes de halving, j'ai connu les épisodes de halving hyper précoce quand on est passé de 50 bitcoins à 25 bitcoins. J'ai connu les institutionnels qui rentraient sur le BTC. Moi, j'en ai acheté avant les instits. Tu vois, tout ça, je trouve ça fou, en fait. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais dire
pour MicroStratégie. Et je vais prendre maintenant des questions si jamais vous en avez. Faites péter la barre des likes, les gars, hein. Faites péter la barre des likes, commentez, partagez. Voilà. Je le redis systématiquement, mais ça nous aide énormément. Alors là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Je ne sais pas si je vais pouvoir toutes les prendre. Je vais essayer d'en prendre un maximum. Je voulais juste passer un petit message. Grâce à Mickaël, j'ai récupéré 1000 balles en crypto perdu. Merci à TI et pour le groupe d'entraide aussi. Avec plaisir, Rodney. Avec plaisir. Alors ça, c'est une bonne réflexion aussi. C'est une super bonne réflexion de Nico. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui pour BTC comme raison de monter? On a eu Trump, on a eu les ETF. C'est quoi la suite? Et c'était un peu la même réflexion qu'on avait en 2021 où on s'était fait cracher dessus quand on avait eu l'arrivée en fait de Tesla avec Elon Musk qui disait c'est bon, on a acheté des bitcoins, on les a mis en réserve et tout. On disait vous avez l'homme le plus riche du monde qui vient de dire qu'il a acheté du bitcoin. Ce mec-là a acheté votre bague. Il reste qui après lui pour en acheter? Pas grand monde. Et c'est vrai que je suis plutôt d'accord avec Nico, c'est-à-dire que quand on vous dit qu'il y a des bonnes nouvelles, c'est souvent des mauvaises nouvelles pour nous en tant qu'investisseurs parce qu'on a envie d'acheter bas. C'est une réalité. C'est que là, en fait, on a pas mal de catalyseurs. Il y en a qui vont dire, bah voilà, on va avoir une continuation de baisse de taux avec du quantitative easing et tout. Baisse de taux ne veut pas forcément dire impression monétaire. Et d'ailleurs, pivot ne veut pas forcément dire bullish sur les marchés financiers. Ça aussi, hein, attention. Mais c'est une vraie réflexion à avoir là-dessus. C'est une vraie réflexion. On n'est pas à l'abri d'avoir des grosses boîtes derrière comme Microsoft, comme Google, etc., qui décident d'acheter du Bitcoin. Et d'ailleurs, ils le font peut-être déjà. Et quand ils le diront, quand on aura des boîtes comme ça qui diront, ou comme Apple, hein, si un jour on a Apple qui dit bah, c'est bon les gars, on a du Bitcoin en trésorerie, ils vont vous le dire quand ils l'auront déjà fait. Ils vont pas vous le dire quand ils seront en train de le faire ou avant qu'ils le fassent. Ils sont pas cons. Hein. Quand on a des news comme ça, c'est des mecs qui ont déjà acheté. Et donc après eux, c'est qui va acheter? Si vous avez Apple, si vous avez Google, si vous avez Microsoft, si vous avez tout le monde qui a acheté, en fait, sauf vous ou les retail, ça pue. En général, ça pue. Là, vous êtes sur des niveaux quand même importants, avec des news qui sont hyper bullish, donc vraiment attention. Mais je suis plutôt d'accord. Après, moi, je suis convaincu qu'on va encore avoir une augmentation sur le BTC. Parce que là, on est quand même sur une dynamique sur 2024. Je pense que ça se continuera sur 2025. Mais voilà, attention, ça peut augmenter très rapidement. Et le shift vraiment de marché d'une période de latéralisation où je ne sais pas trop ce qui peut se passer en mode all-in, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de stablecoins aussi hein, qui sont aujourd'hui sur le côté. Quand on a tous les indicateurs techniques, fondamentaux et tout qui passent au vert, ça évolue très, très vite à la hausse. Hein. Et ça, c'est sur quelques mois que ça se passe, où vous faites des gains qui sont super importants sur quelques mois. Mais attention, ça ne dure pas, ça. D'accord? Donc, soyez vigilants. Mais je pense que c'est une bonne réflexion que tu fais, Nico. Tac, tac, tac. Alors Clément qui dit, pour moi, il faut être full alt et même coin, et quand tu gagnes ton objectif de perf 1000%, 2000%, remettre en USDC et attendre le bear pour acheter en BTC et en Ether. Alors ça, c'est l'idée générale de beaucoup de gens. La réalité, c'est que la plupart de ces personnes qui ont cette stratégie que tu dis, sous-performent. Et ils sous-performent, si tu prends leur performance sur 4 ans, 5 ans, je veux dire, ça fait des années quand même que je suis en crypto, ça fait des années qu'on accompagne des mecs en crypto, on a accompagné des milliers de personnes depuis qu'on a créé la chaîne en crypto et de tous bords confondus. Et je peux t'assurer que la majorité des personnes qui ont cette philosophie-là, et je dis pas forcément que toi tu ne réussiras pas, hein, j'en sais rien, je te connais pas, mais la réalité c'est que quand tu regardes les chiffres, la plupart de ces mecs-là sous-performent. Et ils sous-performent juste le simple fait d'avoir acheté du Bitcoin et de l'Ether et d'avoir rien fait pendant 5 ans. Voilà, c'est ça la réalité. Parce qu'en fait, il y a une volatilité qui est telle, il y a des risques qui sont super importants et la plupart, ils n'ont même pas les connaissances nécessaires et fondamentales pour déjà ne serait-ce que protéger leur crypto. Donc en général, ils sous-performent et ils se retrouvent à la fin avec moins de Bitcoin et d'Ether que ce qu'ils pouvaient avoir quand ils avaient fait leur DCA s'ils étaient rentrés sur le marché en période de capitulation. Voilà. D'où l'intérêt de vous former, les gars, et de rejoindre Crypto Investisseur. Si ce n'est pas déjà fait, vous avez le lien dans la barre d'infos et vous avez aussi le programme d'accompagnement. Si ça vous intéresse ou vous suivez ce qu'on fait avec Mickaël à l'instant T, donc notre allocation de portefeuille, etc. etc. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Vous avez à chaque fois sur les 2 liens dans la barre d'infos une vidéo explicative d'une vingtaine de minutes qui vous explique en détail ce que vous allez retrouver à l'intérieur des programmes. Parce que je ne vais pas vous faire un descriptif maintenant, ça serait trop long. Ceux qui sont curieux, n'hésitez pas.